Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, quelqu'un qu'on connaît depuis un peu plus de 5 ans. C'est l'invité qui a ouvert la première conférence Surfing Bitcoin en 2020. J'ai l'honneur de vous présenter Yorick de Montbine. Bonjour Yorick. Salut Jonathan. Comment ça va? Très bien, merci. On est aujourd'hui réunis sur ce podcast pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, particulièrement en France. C'est le rapport de Bitcoin avec la politique. Et avant de commencer, est-ce que peut-être tu peux très rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaisseraient pas? Oui, je suis magistrat à la Cour des comptes. J'ai travaillé aussi dans l'industrie pétrolière et un peu dans la politique au cabinet de Fillon à Matignon. J'ai aussi un peu enseigné l'économie, les sciences politiques. Et je m'intéresse à Bitcoin. En fait, même, je me passionne pour Bitcoin depuis 2016. Surtout sous l'angle monétaire et puis transformation politique et sociétale. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation, Yorick. Et pour revenir directement sur le thème de ce podcast, c'est évidemment le rapport de Bitcoin et de la politique. Et comme tu le sais, en 2027, ce sera la présidentielle en France. Et nous, en tant que Bitcoiners, on s'intéresse forcément à cet aspect politique du Bitcoin et on espère évidemment que Bitcoin prendra de plus en plus de place en politique en 2027. Et pourquoi pas, en fait, un sujet majeur de cette présidentielle en 2027. Mais avant de rentrer dans ce détail, est-ce que peut-être tu peux nous donner ton point de vue sur le rapport de Bitcoin et de la politique et pourquoi Bitcoin est un enjeu majeur en politique selon toi? Oui, mais alors peut-être qu'avant, je voulais rebondir sur un détail que tu as cité. Tu disais, on espère que Bitcoin prendra de la place en 2027. Mais est-ce qu'il faut vraiment l'espérer, après tout? Je suis pas sûr que ça aille de soi, parce que si Bitcoin existe toujours et n'a pas été torpillé par les États, c'est parce que les États considéraient que ça n'était pas un enjeu. Et que du coup, ils n'ont pas essayé de le détruire. Et peut-être que plus tard ils s'y intéresseront, et mieux ce sera pour que Bitcoin continue de se développer à l'abri de leurs attaques. Alors oui et non, parce ils ont un pouvoir pour nuire auprès de Bitcoin, donc ce qui Ouais. peut justement être un frein à l'adoption. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Oui, mais pour nuire à Bitcoin, il faut qu'ils aient envie de lui nuire et de l'attaquer. Et en fait, la plupart des États et des dirigeants politiques ne prennent toujours pas vraiment Bitcoin au sérieux. Alors, ils commencent à le prendre au sérieux, hein, mais c'est lent. Et supposons par exemple qu'il y ait 5 ou 10 ans, les États aient pris Bitcoin très au sérieux et aient compris l'enjeu et la menace que représente Bitcoin pour eux. À ce moment-là, ils auraient consacré un énorme effort pour essayer de le tuer. Et ils l'ont pas fait, et peut-être que maintenant, ils le regrettent amèrement. Ils l'ont laissé se développer. Alors, peut-être que ce qu'on peut espérer en 2027, c'est que en France, le pouvoir politique ait un regard un peu plus favorable ou conciliant vis-à-vis de Bitcoin et des Bitcoiners. Donc à ce moment-là, je te rejoins. À ce moment-là, peut-être qu'on peut le souhaiter. On peut souhaiter qu'ils lèvent les freins qu'ils ont posés au développement de Bitcoin. Parce qu'on voit aussi, là, depuis quelques années, une forme de défiance quand même de la population vis-à-vis des institutions en général, vis-à-vis de l'État. Et justement, selon toi, comment est-ce que finalement cette défiance croissante des populations peut faire réagir les politiques, justement? Est-ce que ça peut être un déclencheur de quelque chose en 2027? En fait, les politiques, ils s'intéressent à un sujet à partir du moment où soit l'opinion publique s'y intéresse, soit ça concerne leur pouvoir et le pouvoir de l'État. Et donc, dans le cas du Bitcoin, par certains aspects, on peut considérer que c'est pas un enjeu politique parce que ça concerne pas encore assez de monde, suffisamment de monde. En France, il y a quelques millions de personnes qui ont des cryptos. C'est à la fois beaucoup, mais en fait assez peu.
Il y a des pays où ça se développe plus, comme aux États-Unis, où il y a vraiment des dizaines de millions de personnes. Mais Bitcoin devient quand même un enjeu politique malgré cette minorité d'utilisateurs parce que il pose un problème pour l'État, pour la puissance publique et pour le monopole de la monnaie que l'État s'est octroyé. Et à ce moment-là, effectivement, les responsables politiques peuvent commencer à s'y intéresser, peut-être même en avance par rapport à l'opinion publique. Et donc, cette défiance dont tu parles de l'opinion publique, si elle se manifeste par une adoption croissante du Bitcoin, un peu en rejet de la monnaie fiat et de la monnaie étatique à ce moment-là, eh ben, en fait, ça va interpeller les responsables politiques par ces deux aspects. L'aspect électoral et l'aspect pouvoir pour la puissance publique qui est remis en question. Et ça, ça va arriver progressivement. Et il se peut que ça arrive en 2027. Il se peut qu'en 2027, le Bitcoin soit un sujet incontournable de la campagne. Et si c'est pas le cas en 2027, ce sera pour le coup d'après, probablement. Les États-Unis sont toujours en avance sur la France là-dessus. On a vu que c'était un enjeu de la dernière campagne. Pas un enjeu central, mais quand même un enjeu non négligeable. Peut-être d'ailleurs que pour la prochaine campagne présidentielle aux États-Unis, ce sera encore plus le cas. Ok, bah ça d'ailleurs, on y reviendra parce qu'il y a une partie dédiée à ça. Mais effectivement, on voit aujourd'hui que les CBDC ou les MNBC, ça dépend de dans quelle langue on se positionne, que l'élite technocratique, justement, est en train de pousser l'adoption de ces monnaies digitales de banque centrale, un peu en opposition à l'avènement Bitcoin. On a eu effectivement à l'époque du Libra, et c'est ça, en fait, qui, à l'époque, avait poussé aussi certaines institutions à commencer à envisager de créer des monnaies digitales de banque centrale. Comment est-ce que tu crois que, selon toi, avant qu'on aille un peu plus dans le détail sur pourquoi est-ce que les politiques en France n'acceptent pas, n'osent pas parler de Bitcoin, très rapidement nous refaire un point sur un peu la posture des politiques en France vis-à-vis de l'euro numérique ou des monnaies digitales de banque centrale, et pourquoi, en fait, est-ce qu'elles ont tendance à croire à leur développement, et est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à ce que ça se développe? J'ai l'impression que les responsables politiques français, ils parlent pas beaucoup des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Pour l'instant, c'est plutôt les élites européennes, la Banque centrale européenne. J'ai l'impression qu'il y a plutôt moins de responsables politiques français, qui abordent le sujet des MNBC en France par rapport à d'autres pays. Vrai. Et ceux qui l'abordent, c'est de manière plutôt prudente, relativement favorable, sans trop bien expliquer ce que c'est, en gardant cette espèce de flou artistique autour de cette notion, et en gobant, en fait, la propagande de la BCE, qui essaye de faire croire à tout le monde que c'est quelque chose de tout à fait utile, positif, bienveillant. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que, selon toi, les médias, en fait, qui ont un rôle évidemment important dans les sociétés, notamment en termes d'influence, qu'effectivement le sujet, tu as raison, est assez peu traité de manière générale, mais pourquoi est-ce que les médias ont cet angle systématiquement négatif? On l'a vu là, évidemment, avec surtout le prisme du prix, avec toujours des critiques lorsque Bitcoin effectivement baisse, ou en fait des fantasmes lorsque Bitcoin monte. Il n'y a pas du tout, en fait, cet intérêt des médias sur en fait ce qu'est Bitcoin et pourquoi Bitcoin existe. Oui, c'est vrai. Quel est ton avis sur ce point-là, qui revient finalement aux enjeux politiques? Ouais, les médias restent quand même très frileux, sceptiques, réticents vis-à-vis du Bitcoin, même si ça progresse un peu, mais ils l'abordent toujours par le biais sensationnaliste. Quand il y a un type qui se fait couper le doigt, tout de suite tous les journalistes s'y intéressent, mais de manière complètement ponctuelle, sans essayer de comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Donc il y a peut-être plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a une frilosité culturelle par rapport à l'innovation. Il y a le fait qu'ils n'ont pas le temps de creuser, de comprendre, et ce sont des sujets complexes. Il y a le fait aussi que les annonceurs des médias, les banques, etc., sont eux-mêmes
frileux vis-à-vis du Bitcoin, donc il y a une influence sur le contenu éditorial. Ensuite, il y a un biais culturel et idéologique. La plupart des médias sont quand même plutôt à gauche en France. Philosophiquement à gauche, même dans des médias prétendument de droite. Donc, pour eux, la politique monétaire reste quand même un outil de politique publique utile, même s'il a été transféré au niveau européen. Et donc, sa remise en question par quelque chose d'incompréhensible comme le Bitcoin est plutôt inquiétant. Donc, c'est normal qu'ils aient un a priori négatif vis-à-vis de cette chose. Alors, ils sont obligés de s'y intéresser et à le décrire parce que leur lectorat, maintenant, leur demande, mais ils y vont à reculons, comme les hommes politiques. C'est un peu inévitable et à la limite, tant pis, puisque le Bitcoin n'a pas besoin d'eux. Le Bitcoin n'a pas besoin des médias et le Bitcoin n'a pas besoin des hommes politiques pour progresser. Et les médias et les hommes politiques sont obligés de prendre acte de ce fait et c'est à eux de faire l'effort d'aller à Bitcoin. C'est pas à Bitcoin de s'adapter à eux. Et c'est une bonne transition sur cette deuxième partie. C'est pourquoi, en fait, les politiques n'osent pas, en fait, s'approprier de ce sujet, même si là, on voit qu'il y a quelques tendances où on sent certains politiques, et on y reviendra tout à l'heure, qui osent commencer à en parler, mais de manière générale, pourquoi, selon toi, les politiques en France n'osent pas? Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est une peur d'être associé aux extrêmes? Quel est ton regard là-dessus? J'imagine qu'il y a un mélange d'incompréhension technique, de méfiance politique à cause des connotations un peu sulfureuses, vilaine spéculation financière, trucs de hippies ou de terroristes, machin polluant. Voilà, les hommes politiques sont quand même sensibles à tous ces poncifs, voilà. Et donc, en fait, ils raisonnent en termes de calcul politique, de coût-avantage, de gain net, et ils estiment que le gain net à prendre position favorablement sur le Bitcoin n'est pas assez élevé, en fait. Sauf quelques hommes politiques un peu, ou femmes politiques, peut-être un peu plus audacieux, plus disruptifs, ou qui ont une place à prendre et qui sont prêts à jouer des coups, à tenter des choses plus risquées. C'est plutôt ce qu'on a vu récemment dans le paysage politique français. Mais progressivement, on voit que les choses évoluent. La prise de position de François Hollande était assez intéressante parce qu'il n'a pas communiqué de manière proactive, mais il a accepté de recevoir une délégation de bitcoiners dont tu faisais partie. Complètement. Et donc, tu as pu lui expliquer des choses importantes qu'il a pu entendre. Et puis, le fait qu'il accepte quand même qu'une photo soit diffusée, c'est un signe intéressant. Mais alors, selon toi, excuse-moi, je prends la balle au bon, est-ce que Bitcoin pourrait être justement récupéré par la gauche, si on peut dire ça comme ça? Et quels seraient justement les principaux critères qui permettraient à François Hollande d'être convaincu de s'approprier ce sujet et puis d'en faire un thème de campagne, par exemple, selon toi? Seulement à partir du moment où il y aura assez d'électeurs de gauche qui diront clairement que pour eux, le Bitcoin est un outil pour préserver leur patrimoine, leur épargne, face à la dépréciation monétaire engendrée par les politiques monétaires expansionnistes, même si ce ne sera pas forcément formulé comme ça, ce sera quand même une réaction à l'inflation des prix, à la vie chère et à l'explosion des inégalités, qui vient aussi en partie de la politique monétaire. Et donc, s'il y a une partie de l'électorat de gauche qui commence à comprendre que le Bitcoin va dans leur intérêt et n'est pas seulement un truc de riches, de financiers, de spéculateurs, à ce moment-là, les responsables politiques vont le comprendre aussi et vont se positionner dessus. Le problème, c'est qu'en promouvant le Bitcoin, ils vont porter atteinte à la politique monétaire, qui est un outil de politique publique, qui est quelque chose de fondamental pour la gauche. Parce que la politique budgétaire, qui est l'autre grand outil de politique publique, en fait, est relativement neutralisée avec les déficits et la dette complètement insoutenables. Donc la politique monétaire est censée être devenue l'outil majeur de politique publique pour faire de la relance
conjoncturelle, pour faire de la redistribution par tous les moyens. Et donc, est-ce que les hommes politiques, les responsables publics sont prêts à sacrifier cet outil en faisant la pub pour quelque chose qui dépolitise la monnaie, comme le Bitcoin? C'est vraiment une contradiction majeure. Et donc, comment est-ce qu'ils vont surmonter ça? Je ne sais pas. Je comprends. Alors, d'ailleurs, ça, c'est une question que tout le monde se pose, mais Bitcoin, est-ce que c'est de gauche ou de droite, selon toi? Et est-ce que tu aurais une réponse à apporter à cette question? Ça dépend un peu de comment on définit la gauche et la droite. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, les responsables publics qui se sont appropriés le Bitcoin sont plutôt à droite, en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est assez intriguant, parce que la plupart de ces responsables ne sont pas particulièrement libéraux. La droite n'est pas le libéralisme. Une bonne partie de la droite, surtout en France, est antilibérale. Elle est plutôt étatiste, elle veut continuer à garder un rôle fort pour l'État, notamment en matière économique, même si elle veut baisser les impôts, les réglementations et tout, elle tient toujours à un État fort. Donc, moi, je dirais que le Bitcoin, il est plutôt anti-État. Et tu as même fait une conférence à Surfing Bitcoin à ce sujet. Est-ce que tu peux d'ailleurs rapidement... Oui, l'idée, c'est que le Bitcoin, en fait, il dépolitise la monnaie. Il revient à ce que la monnaie devrait être fondamentalement, c'est quelque chose qui concerne le bien commun, l'intérêt général, mais qui ne doit pas être politique pour autant. Dans le sens où ça ne devrait pas être piloté par la puissance publique. La puissance publique ne devrait pas décréter ce qui doit être une monnaie et ne devrait pas piloter l'émission monétaire, directement ou indirectement. Et ça, c'est ce que réalise le Bitcoin. Et donc ça ne plaît pas à tous les gens qui veulent que la puissance publique joue un rôle important en matière de monnaie, de manière indirecte par l'intermédiaire des banques centrales, qui sont des choses de l'État, même si elles sont censées être un peu indépendantes. Et donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des gens à droite et à gauche ne sont pas prêts à supprimer ce monopole étatique de la monnaie. Donc, donc le Bitcoin n'est ni de droite ni de gauche dans ce sens. Il est plutôt anti-État. Pro-individu, pro-liberté individuelle, pro-souveraineté financière individuelle. Et ça, en France, les gens qui sont favorables à ça sont ultra minoritaires. Et c'est une des particularités de la France, c'est que le courant libéral, au sens vraiment strict, est complètement marginalisé en France. Une bonne partie de la droite française est antilibérale, plutôt étatiste. Mais le Bitcoin va amener les gens à se poser des questions, à se demander, mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée que la monnaie soit pilotée par l'État ? À mesure que les gens découvrent le Bitcoin, ils se posent ce genre de questions et ils commencent à se dire qu'on peut envisager un monde différent, un monde où la monnaie n'est pas pilotée par l'État. Donc le Bitcoin a une vertu pédagogique assez phénoménale pour ça. Et le problème, est-ce que, selon toi, c'est dans une stratégie politique, est-ce que cette vision systématiquement court-termiste et ce manque de vision à long terme sur repenser les politiques monétaires n'est pas le problème, en fait? Est-ce que, justement, ce besoin de satisfaire des besoins court terme de électoralistes n'est pas le problème, selon toi? Oui, alors ça touche à un problème politique fondamental qui est qu'on est dans une forme de démocratie clientéliste. On est dans une démocratie qui a dérivé progressivement dans une forme de démagogie. Tout ça avait été théorisé par les Grecs il y a très longtemps. Et c'est ça qu'on voit. Et c'est assez inquiétant parce que traditionnellement, une démocratie qui dérive vers une forme de démagogie, ça crée de plus en plus de désordre économique, social, culturel. Ça engendre une perte de confiance des populations envers la liberté et ça engendre une demande d'autorité, voire d'autoritarisme, considéré comme la seule solution pour rétablir l'ordre. Et ça, c'est très mauvais. Et c'est ça qu'on voit. C'est vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment. Et ça risque de passer par un autoritarisme monétaire, pas seulement un autoritarisme régalien pour assurer l'ordre dans la rue, réprimer la délinquance et compagnie, mais aussi un autoritarisme monétaire pour reprendre le contrôle de la monnaie par l'intermédiaire des monnaies numériques de banque centrale et donc en attaquant
les concurrents que sont les cryptos et surtout le Bitcoin. Mais est-ce que tu crois du coup que certains candidats à la présidentielle en 2027 ne vont pas, comme tu viens de le dire, s'approprier l'euro numérique pour imposer cette dictature monétaire? Oui, ça c'est tout à fait possible, mais ça dépendra du contexte, parce que historiquement, ce qu'on voit, c'est que les États saisissent certaines circonstances pour y trouver des opportunités de renforcer leur pouvoir, et c'est vrai aussi en matière monétaire. Et en général, les phases où il y a des grandes réformes monétaires, où il y a des changements de système et où il y a un accroissement du pouvoir des États, c'est dans les phases de crise monétaire, parce que là, les États arrivent en proposant une solution, en disant, voilà, là, c'est le chaos. Et en général, ils essaient d'attribuer la responsabilité de ce chaos sur quelqu'un d'autre qu'eux. Les spéculateurs, les juifs. Dans l'histoire, c'est souvent comme ça. Okay. Les commerçants, les banquiers, voilà, des boucs émissaires. Et ensuite, les responsables politiques arrivent en disant, voilà, je vais vous sauver, je vais sauver votre épargne, je vais rétablir l'ordre. Et d'ailleurs, je vais faire ça en changeant de monnaie, ou en changeant la manière dont la monnaie est gérée. Et je pense que c'est comme ça que les MNBC vont être imposés. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition pour l'angle que je voulais aborder maintenant, à savoir celui des États-Unis, et notamment de l'avènement de Trump, où clairement, il a indiqué qu'il était opposé au MNBC, et par opposition était plutôt pro-crypto, voire pro-Bitcoin. Il a même instauré une réserve stratégique en Bitcoin. Et je voulais avoir un peu ton avis d'ailleurs sur cette posture qu'a Trump vis-à-vis du Bitcoin de manière générale. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quel serait l'intérêt stratégique pour un État, quel qu'il soit, de détenir du Bitcoin dans ses réserves stratégiques? Bon, Trump, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il a été très opportuniste. C'était d'ailleurs assez prévisible. Il a fait des promesses à tout le monde, y compris aux bitcoiners et aux détenteurs de crypto. Ce qu'il met en œuvre aujourd'hui est quand même plutôt décevant par rapport à ce qu'il avait promis. Mais ça reste quand même beaucoup plus favorable que ce que les démocrates s'apprêtaient à faire. Et puis peut-être que c'est pas terminé. Il y a visiblement encore des décisions en préparation sur les réglementations applicables aux cryptos, les régulateurs, la justice. Après, Trump, il est obligé de soutenir le dollar. Le dollar, c'est quand même quelque chose d'incontournable pour la puissance américaine. Et donc, il ne va pas soutenir le Bitcoin si le Bitcoin est une concurrence, un concurrent pour le dollar. Pour l'instant, le Bitcoin n'est pas encore menaçant pour le dollar. Donc, il peut se permettre de continuer à flatter l'électorat crypto en faisant mine de promouvoir le Bitcoin ou d'accepter le Bitcoin. Mais qu'est-ce que ça sera quand le Bitcoin sera à 500 000 $ et s'approchera du million de dollars? À ce moment-là, le Bitcoin deviendra une menace vitale pour le dollar. Et là, je ne vois pas comment les Américains pourront continuer à le soutenir. Ça va être très intéressant à observer. Mais pour revenir à la question des réserves stratégiques, peut-être que les États peuvent trouver un intérêt à détenir des réserves de Bitcoin, mais d'abord, ça me paraît pas si évident, ça me paraît pas si praticable, pas si facile à mettre en œuvre, et ça me paraît pas forcément souhaitable d'un point de vue philosophique. Et pourquoi? Parce que là, il y a d'ailleurs Cynthia Lummis, une députée très connue, qui justement a fait une proposition pour que les États-Unis acquièrent 1 million de Bitcoin. Voilà, et les gardent 20 ans. Et a priori, Trump soutient cette idée. Ouais. Pourquoi est-ce que, a priori, tu ne penses pas que ce soit une bonne idée? D'abord, d'un point de vue pratique, les États-Unis, l'État américain est endetté jusqu'au cou. Ils ont une dette publique qui est de combien je ne sais même plus. 120% du PIB, quelque chose comme ça. Même plus que ça. 36 ou 37 trillions de dollars. Donc, ils ont un problème majeur avec ça. Alors, comment ils vont financer l'achat de Bitcoin? Ce que Cynthia Lummis dit, c'est on n'a qu'à vendre le stock d'or, qui d'ailleurs est complètement sous-évalué, puisqu'il est toujours évalué à 42 $ l'once, je crois. Alors que maintenant, on en est à 3100 ou 3200 $ l'once. Donc, s'ils réévaluent leur stock d'or et qu'ils en vendent une partie, ils peuvent acheter plein de Bitcoin. Mais ça, moi, j'ai l'impression que c'est très démagogique d'un point de vue électoral.
Beaucoup de bitcoiners y ont cru, mais les experts monétaires ont commencé à regarder cette proposition et disent que c'est pas du tout si évident à mettre en œuvre. Notamment, il y a George Selgin qui a écrit 2 articles là-dessus. C'est très technique, mais visiblement, c'est compliqué à faire. Voilà. Et même sans entrer dans la technicité, est-ce que il sera possible de vendre une gigantesque quantité d'or comme ça sans provoquer un effondrement du cours de l'or? Ensuite, si les États-Unis gardent du Bitcoin pendant 20 ans, est-ce que nous, Bitcoiners, on a envie que dans 20 ans, ils se mettent à en vendre un gros paquet, ce qui engendre un gigantesque crash du Bitcoin? Ensuite, si les démocrates reprennent le pouvoir en cours de route, ce qui arrivera quand même, et qu'ils ont envie de vendre des Bitcoins avant d'attendre 20 ans, ils le feront sans hésiter, et ça provoquera un crash plus tôt que prévu. Donc ça, c'est les aspects un peu pratiques. Et puis, il y a aussi les aspects, avant d'en arriver aux aspects de principe et aux aspects philosophiques, il y a des questions électorales. C'est-à-dire que, est-ce que l'électorat américain va accepter ça? Il n'a pas particulièrement voté pour ça. Ce sont les détenteurs de crypto qui ont voté pour ça, mais ils sont minoritaires. La plupart des électeurs américains, ils ont une feuille d'impôt. Ils préfèrent voir leurs impôts baisser plutôt que de voir l'État américain acheter des bitcoins. Ils vont pas du tout apprécier. Ils vont se dire, mais là, on est en train d'enrichir les détenteurs de crypto avec mes impôts. Parce qu'en fait, ça reviendra à ça. Même si on vend le stock d'or. Parce que le stock d'or, en le vendant, on pourrait aussi utiliser cette recette pour baisser les impôts. Et c'est pas ça qui sera fait si l'État achète des bitcoins. Donc ça, c'est une histoire de praticabilité politique. En fait, ça me paraît très peu réaliste. Et c'est pour ça, sans doute, que Trump, pour l'instant, ne met pas en œuvre l'achat de Bitcoin. Il a dit, on va essayer de faire des acquisitions de crypto de manière neutre budgétairement. Ça reste vague, il continue à cogiter. Bon. Voilà, je te rappelle que c'est là exclusivement, si je dis pas de bêtises, des saisies judiciaires. Oui, donc pour l'instant, c'est pas une acquisition, c'est le fait de garder les bitcoins détenus. Ils en ont combien, 120 000 ou quelque chose comme ça? Je sais même plus le chiffre, Ouais. mais oui, c'est une quantité quand même qui donc, est... alors ça, c'est déjà bien qu'ils les vendent pas, mais même ça, c'est critiquable en soi. On pourrait très bien estimer que bon, bah, il est temps de les vendre et puis de contribuer à désendetter l'État avec ça. Et puis, bon, enfin voilà. Après, il y a des questions de principe. Le Bitcoin dépolitise la monnaie. Alors, si les États ont des réserves de Bitcoin, ça leur donne pas de droit sur le système Bitcoin. Ça, on le sait. Ça leur donne aucun pouvoir sur le régime d'émission du Bitcoin. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, d'ailleurs. Ouais. Mais, en revanche, ça contribue, en fait, à consolider le système fiat. Alors, indirectement. Tu peux développer ? Indirectement. Le système fiat, s'il s'effondre un jour, c'est pas parce que les États auront décidé de le réformer rationnellement et gentiment et de manière bienveillante. Ce sera parce que le système fiat sera en crise et s'effondrera dans des douleurs atroces. Et ça arrivera notamment par des crises sur les dettes souveraines. Qui feront que les États ne pourront plus se financer, que la confiance dans les monnaies étatiques s'effondrera. Et j'ai l'impression, excuse-moi, je te coupe là-dessus, que depuis que je suis étudiant, j'ai l'impression que j'entends ce discours-là. Et en fait, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, maintenant, on se dit, en fait, l'État va pouvoir se financer ad vitam aeternam et n'aura aucun problème à rembourser sa dette. Mais en fait, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça n'arrive pas que ça n'arrivera pas. Alors, quel sera le trigger? C'est pas parce que ça prend du temps pour arriver que ça n'arrivera pas. En fait, plus le temps passe, plus ça n'arrive pas et plus la probabilité pour que ça arrive augmente. C'est-à-dire que le système fiat est intenable à long terme. C'est pas possible. Ça n'a jamais existé un système pareil dans l'histoire de l'humanité. On sait très bien que c'est pas tenable parce qu'il n'y a aucun épisode dans l'histoire monétaire où des États avaient une possibilité de créer beaucoup de monnaie et ont résisté à cette tentation. Ça n'est jamais arrivé. À chaque fois, ils ont cédé à la tentation d'en créer trop et ils ont à chaque fois détruit la confiance du public dans leur propre monnaie. Ils ont à chaque fois stimulé l'apparition de monnaies concurrentes, systématiquement. Ça s'est toujours passé comme ça.
c'est ce qu'on voit d'un point de vue empirique et c'est très facile à comprendre d'un point de vue théorique, en fait. C'est très prévisible. Donc là, c'est pas parce que le système fiat existe depuis une cinquantaine d'années qu'il va exister pendant des siècles. En fait, les déséquilibres continuent de s'accentuer. La dette globale atteint des montants complètement inimaginables. Elle est irremboursable. Le seul moyen de continuer à la financer, c'est de continuer à faciliter de la création monétaire, ce qui accroît la défiance du public dans la monnaie. Et c'est pour ça que les gens ne gardent pas d'épargne sur leur compte courant et qu'ils achètent des choses qui ne sont pas faites pour conserver de la valeur, comme des appartements. Un appartement, c'est fait pour habiter, pas pour garder de la valeur. L'immobilier est monétisé aujourd'hui, de même que toutes sortes d'autres actifs, comme des tableaux d'art contemporain qui sont des gribouillages d'enfants de maternelle et qui valent des fortunes parce qu'ils sont rares, ils sont promus avec beaucoup de marketing intelligent, donc ils deviennent des réserves de valeur. Mais tout ça est intenable, donc ça va s'effondrer. Le Bitcoin sera présenté comme la cause de l'effondrement, alors qu'en fait, il sera simplement le remède. En revanche, si les États détiennent beaucoup de Bitcoin et que ça leur donne une grande richesse, ça va leur permettre de survivre plus longtemps. C'est peut-être aussi. Mais c'est pas du tout ça l'objectif du Bitcoin. Mais ça peut être une des raisons d'un politique d'en détenir. Voilà, ça c'est une bonne raison pour eux, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'encourager. Et donc les Bitcoiners qui promeuvent ça, je pense qu'ils se trompent. C'est un contresens. Le pouvoir de l'État aujourd'hui dans les sociétés est excessif. Le Bitcoin va les obliger à devenir plus raisonnables. Et donc je comprends pas pourquoi on va leur donner un moyen avec le Bitcoin de conserver leur pouvoir plus longtemps, y compris leur pouvoir coercitif. C'est pas du tout une bonne idée. Moi, je veux que les États soient les derniers à comprendre l'intérêt du Bitcoin. Je veux qu'ils soient les derniers à comprendre l'intérêt du Bitcoin. Et à la limite, s'ils le combattent, tant mieux. S'ils l'interdisent, tant mieux. Parce que ça fera de la pub au Bitcoin. Les gens comprendront d'autant mieux que le Bitcoin est quelque chose d'indestructible et qui leur permet de préserver leurs avoirs face aux États. Et ça fera que les États seront les derniers à en acquérir. Je comprends. Alors, ça me permet de rebondir sur le sujet suivant qui était la financiarisation du Bitcoin et justement le fait que Wall Street se soit approprié Bitcoin, non pas pour ses propriétés de décentralisation, et c'est ça qu'on peut d'ailleurs potentiellement lui reprocher, mais vraiment uniquement sur l'aspect réserve de valeur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle BlackRock, via Larry Fink, justement, a créé cette ETF Bitcoin. Donc, je voulais avoir un peu ton avis par opposition justement à la détention de Bitcoin par les États. Là, cette fois, ce sont des entreprises, des mastodontes comme BlackRock qui détiennent, je crois, 2 ou 3% de la supply aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines années, selon toi? Oui, cette financiarisation de Bitcoin que tu décris, on peut l'appeler une sorte de Wall Streetisation de Bitcoin. Alors, je vois beaucoup de Bitcoiners qui tombent des nues devant cette Wall Streetisation de Bitcoin. Mais la Wall Streetisation de Bitcoin, elle est une étape inévitable et nécessaire de la bitcoinisation. Il aurait été extrêmement naïf d'imaginer que Bitcoin deviendrait progressivement une monnaie mondiale sans qu'à un moment donné, Wall Street pige l'intérêt de cette chose et essaye d'en profiter. Oui, ouais. Donc, moi, je suis étonné qu'on s'étonne de la Wall Streetisation de Bitcoin. Après, la question, c'est est-ce qu'elle survient au bon moment? Est-ce qu'elle n'arrive pas un peu trop tôt? Ça, ok, on peut en débattre. Mais en même temps, comme elle est un atout en faveur de Bitcoin, moi, ça ne me choque pas qu'elle arrive maintenant, puisqu'elle contribue à l'explosion du prix de Bitcoin. Moi, je pense que la transformation progressive de Bitcoin en moyen d'échange, généralement accepté et communément utilisé, la définition de la monnaie, arrivera par l'explosion du prix de Bitcoin en fiat, qui fera qu'un nombre croissant de commerçants voudront être payés en Bitcoin, de salariés voudront être rémunérés en Bitcoin, et d'entreprises voudront être payées en Bitcoin, demanderont à recevoir des Bitcoins. Et c'est comme ça que ça deviendra un moyen d'échange. Et donc, si la Wall Streetisation de Bitcoin contribue à l'explosion du prix, et donc à la transformation progressive de Bitcoin d'actifs financiers
de réserve de valeur à moyen d'échange, bah, tant mieux. Vive la Wall Streetisation de Bitcoin. Ensuite, BlackRock, Michael Saylor, etc., le fait de détenir d'énormes quantités de Bitcoin ne leur donne aucun pouvoir sur le régime d'émission. En revanche, il y a un débat qui, là je suis d'accord, et pourrait être inquiétant, c'est à partir du moment où 2-3 acteurs de Wall Street détiennent une énorme proportion de Bitcoin, s'ils se font réguler massivement par l'État et qui commencent à imposer certaines normes sur le type de Bitcoin à utiliser, et que ça engendre éventuellement des hard forks, avec des bitcoins clean et des bitcoins pas clean, des bitcoins KYC versus non KYC, ou des bitcoins qui ont été labellisés par ces institutions et qui se seront donc soumis à certaines règles des États en termes de type de wallet, de déclaration, de prélèvement fiscal, etc. Là, on peut entrer dans une phase inquiétante, effectivement. Mais en même temps, ça va pas de soi, c'est pas évident. Parce que ces acteurs auront quand même intérêt à privilégier la valeur du Bitcoin. Ils vont pas faire des choses qui risquent de saper le cours du Bitcoin. Ils vont devenir des acteurs influents dans le jeu politique, dans le jeu du capitalisme de connivence, pour influencer les États, pour éviter que des mesures trop pénalisantes soient prises qui risqueraient d'entraîner un effondrement du cours. Donc rien n'est joué, en fait. Il y a plein de scénarios possibles. Il n'y a pas de raison, a priori, d'être inquiet pour le moment, je pense. Est-ce que tu crois que Larry Fink pense que la décentralisation de Bitcoin est quelque chose de positif? Je pense qu'il s'en fiche complètement, c'est pas son problème. C'est ça. Donc lui, il voit seulement l'aspect digital gold, il voit que, effectivement, c'est une réserve de valeur, que lui, il pense que effectivement l'hégémonie du dollar va disparaître. Hein. C'est une des communications publiques qu'il a émises là, je crois, récemment. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ça? Je ne savais pas qu'il avait communiqué là-dessus. Moi, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire qu'on attend tous la fin de l'hégémonie du dollar, mais on sous-estime l'inertie historique phénoménale qui est liée à l'hégémonie du dollar actuellement. Le dollar, aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près 60% des échanges dans le monde et 64 ou 65% des libellés de dette. Je crois, à la louche. Oui, là, je ne sais plus non plus. Bon, et c'est très stable sur le long terme. Ça diminue, de manière tendancielle, mais ça diminue quand même très lentement. Et les États-Unis ont plus d'un tour dans leur sac pour trouver des moyens pour soutenir ce rôle du dollar qui est vital pour eux. Et surtout, ils vont reculer devant aucun moyen coercitif, parce que c'est la priorité absolue. Ils n'ont aucun scrupule moral. Ils pourront l'habiller sous toutes les formes, protéger la démocratie et tout ce que tu veux. L'objectif, ce sera soutenir le dollar par la coercition. Et donc, Larry Fink, il fera ce qu'il faut si c'est ce qui est décidé. Et d'ailleurs, le soutien de Trump aux stablecoins américains, plutôt que d'engager, de poursuivre les travaux sur la MNBC, va aussi dans ce sens. Probablement. Tether, c'est un outil au service du dollar, finalement. C'est un moyen de poursuivre la dollarisation du monde, d'offrir des dollars à des milliards de personnes non bancarisées dans le monde. Donc, le calcul américain est plutôt futé là-dessus. Après, on verra dans quel degré de détail ils vont réguler Tether et les stablecoins, je ne sais pas. Mais voilà, la fin du dollar, on en est encore probablement assez loin. C'est clair. Bon, en tout cas, on voit que les Américains ont bien compris le potentiel du Bitcoin. Ils se le sont appropriés. On voit que, justement, Trump pousse les stablecoins dollars dans son intérêt et il a probablement raison. Retournons en France et en Europe. J'ai envie de dire que c'est à peu près l'opposé. On a plein d'éléments aujourd'hui dans l'actualité qui nous font croire que l'Europe est en train d'aller dans le mauvais sens. Je voulais avoir un peu, toi, ton avis sur les réglementations en cours, que ce soit évidemment la réglementation MiCA, qui est rentrée en vigueur là au 31 décembre dernier. Quel est, toi, ton regard sur la réglementation en général, sur TFR? Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est l'obligation des plateformes de communiquer les informations des clients entre elles, ce qui évidemment rend quasiment public les informations des clients. Quel est ton regard un peu sur la réglementation en Europe et en France, parce que tout ça a été à l'initiative de la France?
La réaction globale des institutions européennes face aux cryptos, à la blockchain, à Bitcoin et tout, c'est un peu la réaction qu'elles auraient eue face à l'émergence de l'imprimerie en disant non, il faut contenir cette invention diabolique et préserver les parchemins et l'écriture à la plume. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est une réaction hyper conservatrice, frileuse, un peu tétanisée, hostile, agressive, un peu hystérique, qui s'explique par un mélange de défiance culturelle pour l'innovation et d'obsession de conserver la puissance monétaire des institutions européennes. Donc ça, c'est affligeant. C'est vraiment consternant. Et puis, on peut ajouter à ça une tendance un peu autoritaire, effectivement, une volonté de contrôle, de surveiller, de garder un pouvoir sur les individus. Ça contribue, en fait, à saborder le projet européen, qui était un projet de libération, en fait, d'épanouissement des individus, de rejet de la guerre, de reconstruction d'États, de sociétés humanistes après le totalitarisme et tout. Et en fait, on voit que le projet européen est en train de se suicider, littéralement, avec ce genre de choses, et de prendre un retard technologique et économique complètement sidérant par rapport aux États-Unis. Et donc, il y a une avalanche de normes ridicules, MiCA que tu cites et autres, qui pèsent sur les entrepreneurs, les startups, les utilisateurs, les particuliers, les banques, qui sont empêchés de prendre position sur ces sujets. Donc le réveil va être très douloureux pour l'Europe après toutes ces réglementations complètement folles sur les cryptos. Non, c'est vrai. Et j'aimerais revenir sur une des dernières actualités d'ailleurs législatives sur le sujet, c'est justement l'interdiction du mixage et ou la suspicion effectivement liée à l'usage des monnaies qui sont totalement anonymes comme Monero. Pareil, en fait, quel est ton regard là-dessus et comment est-ce que les choses vont évoluer dans les prochaines années, quoi. Donc, sur le mixage, j'ai l'impression que c'est pas une interdiction, mais comme tu dis, c'est une suspicion de culpabilité si tu as utilisé un mixeur. Donc ça pose des questions philosophiques quand même extrêmement sérieuses. Parce que, en fait, c'est un peu comme si le fait d'utiliser Internet en 1990 engendrait devant la justice une suspicion automatique de culpabilité pour des trafics de criminalité, pédophilie, drogue, tout ce que tu veux. Et en fait, on peut même comparer ça avec le téléphone. L'utilisation du téléphone dans les premières années aurait valu suspicion automatique de culpabilité pour des trafics. Si je me trompe pas, c'est un peu ça le parallèle qu'on peut faire. Donc, est-ce que les parlementaires sont vraiment conscients de ça? Est-ce que le législateur a un peu réfléchi à ce que ça veut dire? Est-ce que les électeurs vont se poser ces questions ou est-ce qu'on va se laisser berner en se disant les gens qui utilisent le mixeur, c'est forcément des criminels, avec un peu le même raisonnement consistant à dire si j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher, donc j'accepte une surveillance généralisée de la puissance publique sur mes communications personnelles, mes transactions financières personnelles. Moi, je suis très frappé. Il y a beaucoup de gens qui sont censés être un peu éveillés intellectuellement et moralement, qui disent non, moi, j'ai rien à me cacher, donc ça me dérange pas que la puissance publique ait accès à toutes les données. Mais c'est vraiment sidérant comme raisonnement. C'est comme ça qu'on accepte la mise en place progressive d'un pouvoir qui deviendra dystopique, voire totalitaire. Si dans 30 ans, de nouvelles formes de totalitarisme émergent, ce ne sera pas parce qu'un moustachu faisant marcher au pas de loi ses milices aura pris le pouvoir. Ce sera parce qu'on aura autorisé progressivement des atteintes aux libertés fondamentales de ce style. Ça aura été très progressif, avec effet de cliquet, de manière irréversible, jusqu'au jour où on se retrouvera dans une situation à la 1984. Et pareil, j'ai envie de revenir un peu sur ce qu'on disait avant. Est-ce que justement la détention de Bitcoin en direct
ne serait pas un rempart par rapport à tout ça? Hmm. Et est-ce qu'il ne faudrait pas encourager justement la détention de Bitcoin en direct plutôt que d'acheter justement des produits indexés ou des proxys de Bitcoin? Oui, ça c'est juste. D'un point de vue culturel, on peut encourager la self-custody de vrais Bitcoin plutôt que d'acheter des ETF ou autres. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc, il vaut mieux espérer que le grand public ne cède pas trop vite aux ETF et prenne conscience quand même de l'importance d'être en self-custody. Après, peut-être qu'il y a une partie du grand public qui va d'abord commencer par les outils financiers, type ETF, par facilité. Parce que c'est vrai que la self-custody, c'est pas encore très pratique et très rassurant. Et puis qui, ensuite, va passer à la self-custody, tu vois. Ça sera peut-être dans ce sens-là. Et est-ce que tu crois naïvement qu'en 2027, pour revenir au sujet de la vidéo, que des politiques vont pousser les citoyens à cette détention en direct? Est-ce que c'est leur intérêt, finalement, aux politiciens d'avoir ce genre de discours? Bah, je vois pas très bien de scénario où ça pourrait se produire, surtout 2027, c'est quand même bientôt. Hein. Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme scénario ou quel genre de politicien pourrait dire Ah bah achetez des effectivement, bitcoins, détenez-les vous-même en self-custody? c'est vrai, et surtout que c'est pas du tout le sens de l'histoire qu'on voit tel qu'il est Hmm. écrit aujourd'hui, avec justement des politiques, des députés européens qui prônent l'avènement de l'euro numérique, justement qui va déposséder la liberté individuelle des Ouais. populations. Ce genre de discours, à moins que justement peut-être des candidats auront l'audace, mais sauf que ce sera totalement à contre-courant et probablement que ce genre d'idée n'est pas encore ancré dans un agenda politique. Après, ça dépendra des circonstances. S'il y a vraiment une crise très grave, pas forcément d'ici 2027, mais après, une crise monétaire ou une crise sur les dettes souveraines, et que c'est vraiment le chaos, moi, je pense que ça finira par arriver, hein, mais c'est impossible de savoir quand, dans 2 ans ou dans 20 ans. Mais s'il y a une crise gravissime, à ce moment-là, on pourra voir un homme politique disant « Moi, je pense que Bitcoin est une solution et je prends position et je vous encourage à vous y intéresser. » Un peu ce qui s'est passé en Argentine avec Milei, où on a vu un type hirsute surgir de nulle part et proposer la suppression de la banque centrale. Chose complètement inédite, paraissant farfelue. Et le type gagne l'élection. Il n'a toujours pas supprimé la banque centrale, ce qui d'ailleurs est assez décevant. C'est sans doute un des points les plus critiquables de son action. Peut-être qu'il va le faire plus tard, mais plus il attend, plus ça va être compliqué. Mais il a gagné une élection sur cette proposition complètement inattendue et iconoclaste. Et donc, pourquoi pas envisager qu'en 2027, un type surgit de nulle part, dise, voilà, c'est le chaos monétaire, l'État est en faillite, le Bitcoin est une solution, je vois qu'une bonne partie d'entre vous s'y intéresse, je pense que vous avez raison, je vous y encourage, et d'ailleurs, détenez vos Bitcoins vous-même, c'est ça la solution la plus sûre. Et peut-être qu'il fera le pari politique qui peut gagner l'élection avec ce genre de discours nouveau que les gens peuvent comprendre parce que c'est aussi leur intérêt fondamental. Et après, pour revenir sur quelque chose de plus réaliste, parce qu'effectivement, ce qu'on dit là me paraît assez peu probable, on peut croire que ce qui peut amener Bitcoin dans la campagne, c'est l'angle énergétique. Et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, parce qu'effectivement, on reste quand même sur les poncifs Bitcoin pollue. Ça reste quand même ancré, j'ai l'impression, dans l'inconscient collectif. Mais s'il y a bien un angle par lequel Bitcoin pourra arriver dans la campagne, c'est bien celui-ci. Et donc, pour revenir à ce que tu disais en début d'interview par rapport à l'invitation qu'on a eue de François Hollande de venir justement présenter Bitcoin à son équipe et à lui-même. Et c'est effectivement cet angle-là qui l'a le plus convaincu. On a quand même en France une société qui s'appelle EDF, une entreprise magnifique qui a un potentiel énorme, et on pourrait justement arriver à envisager que cette entreprise puisse arriver à miner du Bitcoin dans un intérêt stratégique de la France. C'est ça qui l'a le plus intéressé, François Hollande? Alors, Ah ouais. effectivement, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fera, Ouais. mais on a Il a vu montré de l'intérêt il a montré pour cet l'intérêt aspect sur plutôt que les autres. Exactement, Ça, c'est exactement. intéressant. Ça, c'est intéressant. Effectivement. Mais après, de là à ce que ça devienne un sujet de campagne électorale,
Peut-être que si un blackout en France dans les mois qui viennent, comparable à celui qu'il y a eu en Espagne et au Portugal récemment, à ce moment-là, ça deviendra un sujet majeur. Mais c'est relativement peu probable, hein, vu la grille énergétique, le mix énergétique français. Mais si ça arrive à ce moment-là, peut-être que ça deviendra un sujet. Sinon, j'ai encore du mal à voir cet enjeu devenir convaincant d'un point de vue électoral à court ou moyen terme. Parce que pareil, est-ce que ça parle au grand public? C'est toujours les trucs où c'est des sujets techniques, peut-être loin de leurs préoccupations personnelles, et le politicien, lui, ce qu'il voit, c'est justement cet angle électoraliste. Oui. Alors après, les politiques qui viennent progressivement. progressivement. Par exemple, il me semble que Marine Le Pen récemment a suggéré que les centrales nucléaires fassent du minage, et je crois qu'elle a parlé de crypto-monnaie, pas de Bitcoin. Exactement. Ce qui est quand même ironique, parce que c'est évidemment uniquement le Bitcoin qui fait l'objet de minage par la preuve de travail. Il y a 2-3 autres cryptos, comme Litecoin, je crois, qui est toujours en proof of work, et puis Ethereum classique. Mais en fait, c'est peanuts en termes de hash rate. Donc, ce serait du minage de Bitcoin. Et on voit le fait qu'elle ait employé ce mot montre que c'est encore sulfureux. Ça leur brûle enfin, c'est très difficile à avouer qu'ils sont favorables à ce que les centrales nucléaires minent du Bitcoin, parce que d'abord, ce serait renier ce qu'ils ont dit pendant des années, le fait que le Bitcoin est la monnaie du diable. Et puis ensuite, ce serait reconnaître qu'il y a un intérêt potentiellement monétaire au Bitcoin, puisque comment dire, on peut pas soutenir que le Bitcoin reste une simple réserve de valeur pour justifier le minage. Il faut progressivement admettre l'idée qu'il va être utilisé comme monnaie. Et ça, c'est un renoncement majeur pour les hommes politiques. Parce qu'en gros, évidemment, et ça, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'énergie, c'est vital pour une économie, mais c'est un sujet quand même technique. Et j'ai l'impression que les gens, la population générale ne s'y intéresse pas, parce que trop technique. Quand on voit effectivement les absurdités, et j'imagine que en tant que magistrat à la Cour des comptes, que tu dois auditer EDF ou les entreprises similaires, effectivement, on a un peu un scam énergétique en Europe. Quand on voit justement que les entreprises sont obligées de racheter à un certain prix l'énergie, etc. Donc, et en fait, on voit que les politiques ne se sont jamais appropriés de ce sujet-là, alors qu'on voit des énormités là-dessus. Comment expliques-tu d'ailleurs ça, pourquoi est-ce que les politiciens ne se sont pas appropriés ce sujet énergétique? Alors, il y a beaucoup de responsables politiques qui s'intéressent au sujet énergétique. Il y a eu une commission parlementaire très intéressante sur la souveraineté énergétique il y a quelques mois, qui a eu quand même un grand retentissement auprès du grand public. Les sujets sont très complexes, mais les gens s'y intéressent parce que, d'abord, c'est intéressant en soi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces secteurs. Et puis, ça concerne aussi les gens parce qu'ils payent un prix pour l'électricité. Alors, il y a aussi des rivalités entre États, parce que les États ont des industries énergétiques très différentes. Et la France a une grande spécificité avec son parc nucléaire. Et donc, il y a des jalousies, des rivalités, il y a des enjeux idéologiques. L'Allemagne a choisi une politique complètement différente, et donc il y a une tension permanente à l'échelon européen entre les États qui ont des intérêts différents. Donc les institutions européennes n'aiment pas le parc nucléaire français parce qu'il est très monopolistique, et donc il y a cette idéologie faussement libérale consistant à essayer d'instaurer une concurrence par la réglementation, par la coercition, par une forme de planification, de réglementation tous azimuts. C'est ça qui engendre ces règles complètement délirantes qui pèsent sur EDF. Et ensuite, le problème, c'est que ces débats sont instrumentalisés, et on va dire que c'est la faute à la vilaine libéralisation du secteur imposée par l'Europe, alors qu'en fait, c'est pas une vraie libéralisation, c'est une forme de planification. Et le risque, c'est que les défaillances du système actuel engendrent des propositions encore plus interventionnistes, encore plus planificatrices, qui vont encore plus torpiller le système. Donc, ces enjeux sont très complexes, les gens s'y intéressent, mais les décisions qui sont prises sont parfois complètement absurdes, complètement délirantes. Et on n'a pas encore les raisons évidentes du blackout espagnol, mais il semble que ce soit quand même des décisions de politique publique consistant à pénaliser l'industrie nucléaire et à trop promouvoir les ENR, ce qui a complètement déséquilibré le réseau, l'a rendu vulnérable à des chocs climatiques inattendus.
Et donc, ça, si progressivement on le comprend, si l'opinion publique le voit, peut-être que ça fera progresser la cause du nucléaire et ensuite éventuellement la cause du minage de Bitcoin par le nucléaire. Mais bon, 2027, ça paraît un peu tôt quand même pour ça. Et d'ailleurs, rentrons dans un fantasme, Yorick. Yorick de Mambine, candidat à la présidentielle en 2027. Quelles seraient tes 3-4 propositions phares dans l'intérêt du Bitcoin? Ben, j'hésiterais entre deux choses. Soit « leave the Bitcoin alone », pour reprendre une fameuse phrase, c'était « leave Britney alone », je crois. Oui, je crois, oui, c'est ça. Voilà. Ou alors, interdisons le Bitcoin. Je proposerais d'interdire le Bitcoin. Ce serait la mesure la plus pédagogique en faveur du Bitcoin. Parce que ça montrerait très vite que c'est irréalisable et que ça soulignerait en fait la proposition de valeur du Bitcoin, qui est de protéger la souveraineté financière et la liberté individuelle. Ok. Donc, Yorick, candidat à la présidentielle, ne proposerait pas de réserve stratégique en Bitcoin? Non. Pas du tout. Non, moi je suis hostile aux réserves stratégiques de Bitcoin. Je vois pas l'intérêt. Ça me paraît irréaliste, inadapté, contre-productif. Et c'est pas du tout la priorité. Ok. Et est-ce que tu encouragerais la self-custody, justement? Et quelles seraient les mesures, justement, en fait, même si je m'attends déjà à ta réponse, mais comment encourager et faire en sorte que les Français s'approprient, en fait, cette philosophie de souveraineté monétaire? Comment, en fait, c'est ça, et c'est ce qu'on se tue à faire avec Stackinsat, c'est justement montrer aux gens que cette propriété individuelle est très importante. Et comment, en fait, en faire la publicité? C'est ça, en fait, mon point. Voilà. Mais tu as tout à fait raison de dire que c'est ce que vous faites chez Stackinsat, et c'est exactement le rôle de la société civile, des entrepreneurs, des influenceurs, des formateurs, des pédagogues. C'est un combat culturel. Et moi, je suis pour la dépolitisation du combat culturel, la dénationalisation de la culture et du combat culturel et de la civilisation. Et donc, l'État doit être neutre. Il n'a pas à encourager ou à dissuader des pratiques qui relèvent de choix individuels. Donc, il n'a pas à encourager la self-custody et il n'a pas à la dissuader non plus. Il n'a pas à encourager l'utilisation du Bitcoin comme monnaie et il n'a pas à la dissuader par des fiscalités aberrantes, comme c'est le cas aujourd'hui. On voit bien qu'il fait tout ce qu'il peut pour dissuader l'usage de Bitcoin aujourd'hui par la fiscalité. Justement, la fiscalité, quelles seraient tes propositions? À ce moment-là, il faudrait une neutralité fiscale. C'est-à-dire, par exemple, la suppression de l'imposition sur sur la plus-value. Un petit peu ce qu'il y a au Salvador. Voilà, une neutralité. Et même, on peut aller plus loin. On peut lever le monopole de l'émission monétaire, ce qui était proposé par Hayek dans les années 70. Tout le monde est contre les monopoles. Alors pourquoi garder un monopole de la monnaie? Est-ce qu'on est certain que la monnaie est un sujet assez spécifique pour justifier un monopole? Est-ce qu'on est certain que les inconvénients qu'on attribue au monopole en général ne se voient pas aussi avec le monopole de la monnaie? C'est-à-dire une diminution de la qualité de ce qui est produit. Ah oui, c'est ce qu'on voit. La monnaie perd en qualité puisqu'elle est émise dans des quantités excessives. Elle se déprécie, elle perd en qualité. Et ça, c'est parce qu'il y a un monopole. Un monopole public délégué aux banques commerciales, mais qui protège, qui avantage la puissance publique. Donc, moi, candidat, moi, président, je proposerais la dénationalisation de la monnaie, la dépolitisation de la monnaie. Et à ce moment-là, des monnaies privées émergeront et la meilleure, la plus utile aux consommateurs et aux utilisateurs s'imposera et ce sera très probablement le Bitcoin. Eh bien, Yorick, je pense que c'était une très belle conclusion de cette vidéo. Merci infiniment pour cet échange. On a hâte de voir ce qui va se passer lors de cette présidentielle en 2027, parce que je pense que les candidats vont commencer un à un à se manifester. Peut-être que Yorick de Mambine en fera partie, on ne sait pas. On l'espère, et je suis sûr que beaucoup de bitcoiners l'espèrent, en tout cas, moi le premier. Merci en tout cas infiniment pour cet échange et du coup on se retrouve très vite pour de prochains épisodes de podcast sur la chaîne Surfing Bitcoin et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.